Bonsoir à tous, bienvenue au Rucher Créatif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Rucher, on est une association à but non lucratif, un tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, c'est un lieu tiers entre la maison et le lieu de travail. Ça veut dire qu'on a des résidents qui viennent travailler au quotidien, qui ont leur activité professionnelle ici. On a des coworkers aussi qui viennent ponctuellement. On a des entreprises qui viennent faire leurs réunions, leurs séminaires. On peut venir manger à la cantine éthique, une cuisine végane et locale. On va goûter juste après avec le champagne d'ailleurs. Et puis, notre tiers-lieu aussi a pour vocation de proposer des événements parce qu'on aime apprendre, échanger sur différentes thématiques, sur le bonheur, le bien-être au travail ou le développement personnel, le numérique pour la transformation numérique des entreprises, la culture et la citoyenneté pour consommer ou penser ou vivre un peu différemment. Et puis la RSE, c'est ce qu'on va aussi voir ce soir. Puis j'oublie la commission entreprendre pour les porteurs de projets, ceux qui créent leur entreprise. Mais ce soir, on va plus spécifiquement parler de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Chaque événement est pensé par la commission. Donc, ce n'est pas moi toute seule qui imagine les événements, mais il y a toute une équipe de bénévoles qui font partie de la communauté du Rucher. Je les remercie chaleureusement. Et donc, ce soir, la discussion va se porter sur la RSE comme un levier de pérennité pour une entreprise, en sachant qu'on est dans un cycle, un programme qu'on a imaginé pour toute l'année, dont le but est de comprendre l'intérêt de la RSE, comprendre ce que c'est, pourquoi on y va, pourquoi est-ce que c'est intéressant, et puis surtout échanger sur les bonnes pratiques avec des entreprises qui font déjà sur le territoire. Donc, la première fois, on a parlé de la RSE d'une façon globale. On peut retrouver cette vidéo sur YouTube si jamais vous voulez faire une petite session de rattrapage. Et ce soir, on va plus parler d'enjeux pour pérenniser son entreprise. Voilà, il y aura aussi 2 autres sessions d'ici fin juin sur l'environnement. Et puis, la dernière session, c'est sur la partie RH. Donc moi, je m'appelle Emeline Bossé, je suis en charge des relations entreprises au Rucher Créatif et puis de la commission RSE. Il y a Régis qui fait partie aussi de la commission qui sera sur la partie théorique, on va dire. On fera une petite intro. Et puis Géraldine Frankrich, je ne le prononce peut-être pas très bien, qui va nous faire part de son expérience, et puis aussi Benoît Devine pour Provexi. Je vous laisserai chacun vous présenter aussi un petit peu plus. Je vais d'abord laisser la parole à Régis. Bonsoir à tous. Alors, juste pour introduire. Peut-être qu'on t'entend bien, il y a 2 micros là, mais c'est spécialement pour Géraldine qui a une faveur. Donc, en fait, juste pour introduire le propos, et après, je laisserai parler donc, des témoignages d'entreprise. En fait, quand on parle de RSE, on va parler de pérennité, mais on peut aussi parler comment est-ce que ça peut être des leviers en fait, de transformation de l'entreprise. Et en fait, pourquoi en fait, il peut y avoir une transformation? Parce qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle un peu l'ensemble de l'écosystème des entreprises. On a des pressions de clients qui arrivent, ceux qui font partie de groupes importants. Il y a des pressions clients, on en parlait avec un peu d'entrepreneurs dans la journée, donc des outils en fait, qui leur demandent d'évaluer et de mesurer en fait, leur impact RSE. On a des pressions aujourd'hui des collaborateurs. Il y a un sondage qui est sorti fin décembre. 80% de collaborateurs demandent à ce que les entreprises s'engagent en ayant pris conscience que globalement, l'État ne peut pas tout faire et qu'il faut que les entreprises fassent leur part en fait, dans l'amélioration et dans l'amélioration des différents axes et à la fois comment elles peuvent contribuer aussi au bien commun. On a aussi des consommateurs qui demandent des engagements, parce qu'on est plutôt là sur l'agroalimentaire, mais on peut le voir aussi dans d'autres types d'activités. Les consommateurs, il y a un certain nombre d'applications aujourd'hui qui vous permettent de vérifier que le produit que vous avez il est responsable à un certain niveau ou pas responsable, donc ça c'est un point important. Et puis vous avez la société civile qui commence à bouger de façon sérieuse, la marche pour le climat, il y en a encore une samedi dernier, il y en aura encore une la semaine prochaine. Donc il y a une volonté, en fait, une pression en fait, qui vient de façon significative. Et puis on a aussi la réglementation qui arrive. Donc il y a une réglementation, il y a plusieurs niveaux. Vous avez connaissance peut-être des objectifs de développement durable qui sont les Nations Unies, qui ont structuré en fait on va dire des cadres de ce qu'on appelle des objectifs de développement durable. Il y en a 17 et qui définissent un peu les conditions d'un développement durable et pérenne. Il y en a un, c'est le numéro, je crois, 16 ou 17, c'est la paix. On l'avait un peu oublié, celui-ci, mais la paix est une des conditions pour qu'il y ait un développement pérenne dans le monde.
Donc ça, c'est plutôt les Nations Unies qui ont défini ce cadre-là. Après, l'Europe est en train de travailler le sujet à travers deux choses très, très importantes, qui sont ce qu'on appelle le Green Deal. Donc c'est en fait des conditions aujourd'hui de réglementation qui sont en train de s'appliquer à un certain nombre d'entreprises, et puis qui sont déclinées par un mot absolument barbare qui s'appelle la taxonomie, qui va en fait vous obliger toutes les entreprises en fait, à évaluer, mesurer leur activité, leur business, ce qu'elles achètent, ce qu'elles vendent, au regard de la durabilité. C'est-à-dire qu'il va falloir reporter demain en disant, ben voilà, mon activité que je fais, est-ce qu'elle contribue ou pas? Alors, il focus un peu sur le changement climatique, mais aussi d'autres choses. Alors, vis-à-vis de tout cet environnement, il y a deux façons de prendre les choses. Soit vous attendez que ça vous tombe, c'est-à-dire vous attendez qu'un client vous demande une évaluation, vous attendez qu'un client vous oblige dans un appel d'offres, etc., à avoir un certain niveau. Et soit, effectivement, vous êtes proactif et vous essayez en fait, de travailler le sujet et de structurer une démarche. Alors, pour éclairer, j'ai proposé deux éléments que je trouve intéressants de transformation de l'entreprise. C'est comment on peut changer ses relations avec ses parties prenantes. Donc, les parties prenantes de l'entreprise, c'est finalement tout ce qui tourne autour de votre activité. Hein. Donc, c'est soit des personnes morales, des organisations, des collectivités locales, des personnes physiques, d'autres entreprises, des fournisseurs. Et en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut finalement changer un peu ce type de relation. Alors, tu peux mettre la slide. En fait, il y a différentes façons de le faire. Je vous ai mis en fait des petits exemples d'organisation. Alors, c'est des grosses structures, hein, mais on peut imaginer que je prends d'autres exemples de petites structures. Orange, alors pourquoi en fait, peut-être aussi avant quand même, pourquoi est-ce qu'on essaye de construire un nouveau dialogue avec ces parties prenantes? C'est pour maîtriser ces risques. Hein, parce que c'est en fait l'objectif, hein, c'est que globalement, en maîtrisant ces risques, on améliore la performance globale de l'entreprise, puisqu'on anticipe les risques et on évite qu'ils se produisent. Typiquement, quand vous regardez Orange, vous vous souvenez du débat qu'il y a eu autour de la 5G, il y a eu beaucoup de travail et de pression et on va dire, de groupes qui étaient assez vindicatifs sur la 5G. Alors après, on peut écouter le débat, donc on voit très bien qu'eux, ayant senti en fait de cette pression-là, ils ont essayé d'organiser pour essayer de maîtriser, de comprendre et j'allais dire d'arriver à essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de ce débat-là. Vous avez Restoria, c'est une entreprise de restauration collective, qui, elle, organise en fait des conventions avec tous ses fournisseurs pour les inculturer les RSE. En disant, voilà, moi j'ai fait un travail déjà dans mon entreprise, et maintenant j'essaye de faire percoler ça dans toute ma chaîne de valeur. Et j'essaye de regarder, en fonction des enjeux associés à différents fournisseurs, ce qu'on peut faire. Sinorizza, c'est en fait une entreprise qui fait des pizzas, hein, c'est une chaîne de valeur. Et c'est intéressant parce qu'ils ont fait un comité de jeunes, parce qu'ils se sont aperçus que dans l'entreprise, il y avait différentes générations. Et donc, du coup, ils ont essayé d'organiser un comité de jeunes pour les faire réagir par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et ça, je l'ai déjà vu dans une autre entreprise dans la région, où ils avaient appelé ça pompeusement un shadow comité. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est un comité de direction de jeunes dans lequel ils faisaient en fait réagir ce groupe en fait, à leur stratégie, à leur communication, etc., pour avoir en fait un regard d'une génération qui voit les choses quand même relativement différentes. Vous avez aussi Deka, la propreté, donc, qui a travaillé avec ces instances représentatives du personnel et qui les a aussi essayé de les inculturer aux enjeux environnementaux. Et puis, Nexity, c'est un sujet intéressant, c'est qu'ils ont fait un comité de parties prenantes, donc élargi, donc ils ont identifié, en fait, ils ont fait probablement une cartographie pour voir un peu leurs parties prenantes les plus importantes. Et donc, ils ont créé un comité en fait, dans lequel ils font réagir en fait, ce comité-là à leur stratégie. Ils ont présenté leur stratégie. Donc, il y a quand même on va dire un peu d'affinité et un peu de transparence qu'ils affichent. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent faire réagir ce comité, qui est, en général, vous avez des gens de tout horizon. Moi j'avais créé un comité de parties prenantes dans la partie agroalimentaire. Et il y avait des ONG, il y avait des gens de la forêt d'Orient, il y avait plein d'organismes différents qui ont des regards différents. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà un peu un exemple de transformation. Et j'allais dire, je crois qu'il faut oser aller faire ces choses-là.
a souvent, on est un peu frileux parce qu'on ne sait pas comment ces parties prenantes vont, le chien ici, comment les parties prenantes vont réagir. Mais quand moi je fais des entretiens pour des clients avec des parties prenantes, c'est plutôt de très très bonnes réactions. C'est-à-dire qu'ils sont contents qu'on vienne les voir, et notamment vis-à-vis de vos clients, allez les voir, parlez-leur autre chose que du tri. Et alors, questionnez-les sur votre stratégie RSE, sur les enjeux qu'ils attendent de vous, et c'est très intéressant, on en retire pas mal d'informations. Alors ça, c'était le premier élément de transformation. Puis il y a un autre exemple, c'était la loi Pacte, qui est un des exemples de transformation. Là, c'est une transformation aussi juridique, qui transforme les statuts. Donc la loi Pacte, alors c'est intéressant de comprendre, on est toujours un peu critique, nous les Français, vis-à-vis des lois, sur ces sujets-là, et on se dit, est-ce que c'est qui est à l'origine de cette loi-là? Et la loi Pacte, ça a été inspiré par le rapport Notat-Sénat. Donc Notat, c'est Nicole Notat, qui était l'ancienne patronne de la CFDT, la secrétaire générale de la CFDT. Et puis Jean-Dominique Sénard, qui était l'ancien patron de Michelin, qui maintenant est le patron de... Donc c'est vraiment des gens opérationnels, les deux pieds dans les thématiques de la durabilité, de la RSE, qui ont construit un peu cette loi-là, qui après, ont fait un rapport et qui a servi de base. Et en fait, ils disent quoi? En fait, ils ont une recommandation, c'est de dire et maintenant c'est dans le code civil, qu'une société, elle doit être aussi gérée en fonction de son intérêt social. C'était la règle d'or, j'allais dire, gravée dans le marbre depuis des siècles. Et aujourd'hui, ils y ont intégré en disant qu'on doit intégrer les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est important parce que c'est écrit dans le code civil, donc ça veut dire que c'est opposable, on peut vous le poser. Donc ça, c'est maintenant toutes les entreprises, on vous demande de gérer selon ces axes-là. Donc c'est quand même nouveau, c'est-à-dire que si un jour vous avez un tiers qui vous attaque, qui vous dit attendez, vous n'êtes pas conforme à la loi et vous ne gérez pas votre activité, il peut avoir en fait un procès et peut être changé sur le sujet. Donc ça, c'est pour tout le monde. Après, on a des entreprises qui sont un peu plus matures, volontaires, qui ont intégré leur raison d'être dans les statuts. Alors, une raison d'être, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions. Moi, j'en ai une que j'aime bien. C'est en fait, c'est ce qui fait le pont entre vos racines historiques de votre entreprise et un futur désirable. C'est-à-dire, c'est de dire, mon entreprise, elle a une histoire, mais en fait, elle va vivre encore si demain, elle a un produit, un service qui va apporter un service et qui va apporter un service, on va dire, qui a de l'importance et qui a du sens. Je pense que si Kodak s'était posé la question à un moment de sa raison d'être, peut-être qu'ils existeraient encore aujourd'hui. Donc ça, et donc ces gens-là qui sont, je dirais, un deuxième cran, se disent, ok, je travaille ma raison d'être ou je la formalise, puisqu'elle existe en général, j'essaie de la formaliser. Et après, donc, ils la mettent dans les statuts. Donc, c'est aussi une deuxième façon de dire, OK, j'intègre vraiment la RSE dans le juridique et dans quelque chose qui a vocation à durer. Et puis, le troisième élément, c'est les pionniers. Donc, c'est l'entreprise à mission. Donc, là, c'est en fait donc, déjà intégrer votre raison d'être dans les statuts, mais vous intégrez aussi dans vos statuts des engagements que vous prenez avec des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction d'accidentologie, de dialogue social, etc. Enfin, des critères qui sont liés à vos enjeux. Et à ce moment-là, vous créez un comité de mission avec des gens de l'extérieur, un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des comités de parties prenantes. Et grâce à ça, vous faites évaluer par un tiers extérieur vos indicateurs que vous avez intégrés dans vos statuts. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont intégrées, la Maïf, Danone, etc. Alors, c'est une des façons, soit tu en as une autre avec la SCOP, mais c'est une autre façon aussi d'intégrer, d'avoir cette dimension de responsabilité. Donc, voilà. Et c'est aussi aujourd'hui ce que propose la loi depuis 2026. Voilà le sujet, mais je vais laisser la parole aux entreprises qui nous font part de leur expérience, donc à Géraldine et à Benoît, puis ensuite pour Chassenet d'Ars. Donc on aura 3 exemples, puisqu'on sait évidemment que chaque entreprise a envie d'être pérenne et de durer. On ne crée pas son entreprise pour imaginer sa fin un jour, en tout cas ça demande beaucoup d'énergie, donc on a tous envie qu'elle soit pérenne. Et la RSE, quand même, aujourd'hui, elle est encore vue comme une contrainte, comme un frein, comme un coût supplémentaire.
Et du coup, souvent, les entreprises vont peut-être s'y mettre par contrainte, par obligation. Alors qu'à l'inverse, il y en a qui s'y mettent par conviction, par envie. Et alors déjà, je vais vous demander de vous présenter, puis aussi de nous dire pourquoi votre entreprise a fait cette démarche d'aller dans la RSE, même si peut-être au départ, chez vous, ça ne s'appelait pas RSE, parce qu'en fait, depuis quelques années, ça s'appelle comme ça, responsabilité sociétale des entreprises, mais il suffit d'avoir des convictions humaines ou environnementales pour qu'on fasse de la RSE. Donc des fois, on en fait bien avant de l'appeler comme ça dans l'entreprise. Donc, je vais peut-être commencer par Géraldine, tu peux allumer le micro. Bonsoir, je suis désolée, j'ai la voix cassée, mais je pense que ça va passer avec cet amplificateur. Donc, Géraldine Rousseau, je suis directrice marketing commercial de l'entreprise Frankish France. Donc, en effet, c'est une boîte allemande. Normalement, l'accent, c'est Fränkische. Donc, un groupe allemand, une PME familiale allemande de 5000 personnes dans le monde, toute petite PME familiale. L'entreprise de Frankish en France a démarré en 2010 avec 5 ou 6 salariés, et aujourd'hui, nous sommes 70 pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Donc, nous sommes fabricants de solutions en plastique pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, le groupe a différentes activités, mais nous, en France, on est vraiment 90% de notre activité et autour de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc, c'est facile puisque le marché dans lequel on évolue est déjà un enjeu direct du développement durable, puisque la gestion de l'eau pluviale, c'est vraiment l'autoroute vers les enjeux de l'eau, qui est une ressource parmi toutes celles qui sont des ressources à préserver. Ce que je peux vous dire sur l'entreprise, c'est un petit noyau très dynamique qui a monté la filiale en France avec un état d'esprit très pionnier par rapport à l'état d'esprit de l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, le groupe n'est pas du tout encore très moteur sur les sujets de RSE. Face à cette tour de parties prenantes qui va mettre du temps à faire bouger. Comme disait Régis tout à l'heure, nous, ça a commencé par une motivation de certains collaborateurs, donc avec des bonnes pratiques. Si on mettait en place un potager collaboratif, si on crée un partenariat avec l'école pour faire venir des stagiaires plus facilement, si on faisait venir l'atelier du courrier, si on travaillait avec un ESAP, etc. Donc, des petites choses comme ça. Enfin, des petites choses qui, à la fin, qui étaient quand même des choses assez significatives. Un atelier de définition des valeurs, un jour, etc. Et un matin, on s'est dit, en fait, c'est vrai qu'on a peut-être envie de structurer un peu plus toutes ces actions qui faisaient un peu, on se fait plaisir, on met des ruches, on met des motos, etc. Alors, on a envie d'aller plus loin et on a envie vraiment de porter un projet. Et donc avec ça, on s'est fait accompagner pour savoir comment on pouvait structurer. Et on a fait le choix d'une certification à FNOR. Ça, c'est la saison 2 de la question d'après. Oui. Tu peux peut-être garder le micro. Vous nous entendez suffisamment Ouais. Normalement, je n'ai pas la voix cassée, ça devrait aller. Vous me direz. Donc, moi, c'est Benoît Desvignes, société Provexi. Donc, je suis un des 3 dirigeants de l'entreprise. Alors, rapidement, moi, je suis passé par le salariat quelques courtes années et très vite, je suis rentré avec 5 associés dans une petite start-up Provexi qui a démarré ici à Troyes sur un sujet un peu innovant de gestion technique, un nouveau métier. Et donc, on a créé la boîte. Alors déjà, en travaillant à 5, ça nous a appris à travailler ensemble, à décider ensemble. On s'est rendu compte du potentiel de motivation que ça représentait, d'implication que ça avait sur nous. Par rapport à ma phase d'avant où j'étais salarié, par exemple, je voyais bien la différence. Ensuite, l'entreprise a bien décollé, de manière assez progressive, comme on était sur un produit, en fait, avec nos clients de gestion durable de son bâtiment. Je ne vais pas trop décrire rapidement tout ce qu'on fait, mais l'idée, c'est d'apporter des outils et du savoir-faire pour que la gestion technique du bâtiment soit la plus efficace possible, la plus pérenne possible. On s'est rendu compte au bout de quelques années que l'entreprise avait bien décollé, que ça marchait bien, qu'on avait cette vision qu'on avait pour les clients, on essaie de s'appliquer à nous-mêmes, de gérer de façon durable, de penser vraiment, aussi bien au court terme qu'au moyen terme et au long terme, de ne pas sacrifier l'un au profit de l'autre. Et ça, en fait,
on s'est rendu compte qu'on soignait beaucoup nos parties prenantes clients. C'était comme ça que c'était construit vraiment la solution. On avait aussi une sensibilité pour les collaborateurs. Et on s'est dit, mais quand même, en fait, on est sur le territoire troyen, on ne connaît personne, nos clients sont tous à Paris. On s'est senti un peu consommateur en fait, du territoire. Et en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait, pour ne pas être juste consommateur, mais contribuer, en fait, parce que si on ne fait que consommer, quelque part, ce n'est pas durable. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on a découvert la RSE, un peu par hasard. On s'est dit, bah oui, c'est un peu ce qui anime notre façon de voir, le dialogue avec les parties prenantes, nos clients, avec nos collaborateurs. Ça, il faut qu'on le généralise, il faut qu'on aille plus loin. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller, voilà, c'est plus du coup par la théorie, donc on est arrivé par la RSE, enfin on avait commencé de manière intuitive et on a élargi grâce à la théorie. Voilà ce que je peux dire. Parce que vous, à l'inverse de Frankish, c'est que vous êtes vraiment dans le service et tu m'avais parlé de l'approche client, enfin, tout a été tourné vers le client dès le départ et c'est ce qui a initié votre démarche. Voilà, on avait auprès des salariés. Effectivement, c'était des approches un peu innovantes, tous les 5 au départ dans le produit, c'est de dire, bon, on pourrait vendre du logiciel à nos clients et avoir un modèle économique où on lui vend de la licence et plus il a d'ordinateur et mieux c'est, ou on pourrait vendre du temps passé et plus il galère sur sa gestion, plus il aura besoin de nous et plus on fera du chiffre d'affaires. Ça aurait été une piste, mais on a plutôt choisi de dire, on va plutôt se poser en partenaire de ce client. On forfaitise un produit pour dire on garantit que tes immeubles ils sont conformes avec tel budget et du coup on se retrousse les manches lui et nous pour avoir un résultat commun. Donc c'est l'idée d'avoir des objectifs communs plutôt que d'avoir des objectifs divergents et donc cette approche vraiment de co-construction avec le client, on a essayé de la généraliser. Du coup aussi bien sur la partie RH aussi effectivement notre enjeu c'était de fidéliser, enfin déjà de recruter et fidéliser des personnes qui veulent bien venir à 3 sur des métiers très techniques, très spécifiques, qui sont assez rares. C'est aussi un enjeu de préserver aussi les personnes conformées pour qu'elles durent. C'est une partie de la pérennisation. Et l'autre partie que tu m'as citée, c'est que tu avais envie que tes clients durent aussi, soient pérennes, qu'ils restent tes clients. Ouais. Et du coup, ça te poussait à toi de devenir pérenne, à penser ton offre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir des intérêts convergents. Et donc, un client en bonne santé pourra nous renouveler ses commandes. Et on a tout intérêt à lui faire bénéficier au maximum de notre savoir-faire. Pas chercher à maximiser nos revenus avec lui, forcément, mais penser à voir long terme avec lui pour s'inscrire dans une démarche de progrès avec lui et qu'on progresse ensemble. Plutôt que d'être là, aujourd'hui, on n'a pas de concurrent. On n'a pas vraiment de concurrence dans notre secteur. On ne cherche pas à abuser de notre position de monopole. On va plutôt faire en sorte que lui, il n'ait pas besoin d'aller chercher, éviter le risque de faire émerger des concurrents parce qu'on abuserait de notre situation. Ok. Merci. Alors, on a vu le pourquoi, maintenant le comment. Comment ça s'est passé, cette démarche? Donc, vous avez pris cette décision en conscience, puisque finalement, vous l'avez fait dans un premier temps en suivant des envies, en écoutant vos collaborateurs et tout ça, dans la qualité de vie au travail. Et comment ça s'est conscientisé et développé? Alors, tout à l'heure, je n'ai pas parlé du premier bilan carbone qu'on avait réalisé en 2013. Et comme on a souhaité le renouveler en 2019, le fait d'avoir pu mesurer avec les efforts, parce qu'on a introduit beaucoup de matières recyclées dans notre fabrication entre 2013 et 2019, on a pu mesurer vraiment un impact de réduction de carbone fort. On s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de cette information-là et du coup qu'on capitalise aussi sur toutes les bonnes pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure qui paraissaient un petit peu plus futiles, mais on avait quand même des données un petit peu plus rationnelles pour notre partie industrie. Cette analyse du carbone nous a dit qu'on va mettre en place un plan d'action pour pouvoir vraiment continuer cette plan de réduction de carbone. Et donc, on s'est fait accompagner par un premier acteur, un premier cabinet qui est spécialisé dans les plans d'action autour du bilan carbone. Et de fil en aiguille, du coup, on s'est dit, on veut quelque chose de plus large, on ne veut pas faire un focus juste sur le carbone, on veut vraiment quelque chose qui intègre le volet social, qui intègre le volet environnemental, qui intègre vraiment
qui donne un peu de consistance à notre démarche. Et alors, après, à l'inverse, ça veut dire qu'on est parti sur beaucoup trop de sujets au début. Ça, j'en parle peut-être après, sur les risques de vouloir tout faire en même temps. Mais le fait est que assez rapidement, après ce deuxième bilan carbone, on a décidé de se rester à l'AFNOR. Donc, il y a énormément de labels qui existent. Nous, c'est celui qui nous paraissait le plus pertinent, parce que c'est un organisme qui certifie déjà nos produits. C'était facile avec les interlocuteurs qu'on avait de valider avec eux une démarche qu'on souhaitait certifier. On a obtenu notre label engagé RSE une étoile en 2020. Et là, on est en train de travailler, on est vraiment très proche d'obtenir la deuxième. Donc, je vous présente Cindy, qui est notre chargée de mission RSE. Donc, c'est elle qui travaille sur justement ce plan de préparation de l'audit. Et sa collègue Charlotte travaille toutes les deux en collaboration justement autour de ces plans-là. On a mis en place un comité de développement durable aussi pour intégrer chaque service de l'entreprise, que chaque service apporte aussi sa contribution en mettant en place des indicateurs pour que vraiment ça parte de la base, que tout le monde soit impliqué dans la démarche. Et c'est l'intérêt d'être encadré par la fin. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte d'être labellisé? Ça structure la démarche ou c'est pour la reconnaissance ou les deux? Alors, la reconnaissance, en fait, pas autant qu'on le souhaiterait, parce qu'il y a trop de labels. Mais nous, en interne, c'est indispensable puisque ça nous apprend vraiment un plan d'action très clair. Et surtout avec la motivation d'avoir, et puis après la troisième, et c'est comme un jeu en fait à la fin, mais aussi on a vraiment des instructions très claires qui nous permettent d'améliorer notre score d'une fois sur l'autre. Donc typiquement, la préconisation, une des préconisations, c'était d'embaucher une RH. On n'avait pas de responsable de ressources humaines, et ça, on a gagné beaucoup de points avec ça. Ça se fait tout côté social en une baguette magique. Voilà. Merci. Et de l'autre côté, alors chez Provexi, comment ça s'est passé cette mise en place? Alors, la décision de la labellisation, alors nous, en 2015, on a été labellisé Lucie, et on a pris, vers 2010, quand on a pris conscience qu'on voulait qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là, on s'est dit, bah oui, il faut valoriser la RSE. C'est pas spécialement, on ne cherchait pas spécialement une reconnaissance vis-à-vis de nos clients qui n'étaient pas du tout en demande. C'était pas du tout, on nous prenait pour le métier, mais ça ne leur parlait pas du tout à ce moment-là. Donc, ce n'est pas du tout une valorisation, on va dire, commerciale. C'était plus en interne pour continuer à maintenir les gens impliqués, de dire, bon, vous avez dans une boîte un peu originale, c'est vrai que quand la presse parlait de nous, ils parlaient de la sophrologie ou du pilate, c'était un peu bizarre, c'était des extraterrestres. Donc, c'était pour dire que ce n'était pas spécialement l'envie d'être originaux, mais ça s'inscrivait dans quelque chose de global. Qui avait une cohérence en tout cas. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on fait Great Place to Work, des labels comme ça, puis on s'est dit non, c'est trop, tout est tellement lié que ça n'a pas de sens de faire un focus juste sur ça. Avant ce label, il y a eu Planète RSE. Planète RSE, c'était au même moment. C'était non, déjà j'avais dit ici, je crois, quand j'ai démarré Planète RSE. Planète RSE, c'est à peu près à la même époque, effectivement, à travers le CJD qui relayait une initiative à Nantes de création de l'association pour rapprocher le tissu économique des entreprises et PME et les acheteurs, les grands acheteurs de la région nantaise, l'agglo nantaise. Il y avait cette association qui était créée. Comme j'étais labellisé Lucie, effectivement, j'avais une expérience le CJD m'a dit, essaye de développer ça sur 3. Et c'est comme ça qu'on a créé aussi avec Michael et d'autres personnes Planète RSE, qui était aussi une façon pour Provexi de contribuer aussi à la vie du territoire. Pour nous, c'était, comme nos clients sont tous parisiens, là, c'était une façon aussi de s'impliquer aussi pour contribuer un peu à l'effervescence innovatrice sur les RSE sur le territoire. Voilà, donc le label Lucie. Et du coup, le label Lucie, ça a été une manière pour nous de structurer, puisque ça nous a fait reposer la question au travers de l'évaluation de ce qu'on faisait, le sens qu'il y avait, quelque part notre raison d'être, qu'est-ce qu'on voulait avec nos clients, nos produits, etc. Et de réimpliquer tout le monde de manière très structurée,
va partir sur une démarche de progrès sur un peu nos… On avait 2 points forts, c'était la partie client et RH, le volet social. Et un point faible, enfin plusieurs points faibles, c'était l'environnement, la gestion des fournisseurs et le territoire. Donc là, ça nous a permis de l'identifier, de commencer à faire des choses. Mais C'est-à-dire de faire des choses. alors, de faire des choses, c'était un peu des opportunités, donc la RSE, participation au groupement d'employeurs Convergence, travailler avec l'enseignement supérieur, le STP, l'UTT, pour se donner des cours, faire des projets en commun. Donc, des choses comme ça sur la partie on va dire, scolaire, la formation, des projets charte entreprises et quartiers, pouvoir aussi pas mal plutôt des petits projets là, sur cette partie-là. Mais clairement, ça reste aujourd'hui, je sais là, on va renouveler le label Lucie et on pourrait avoir plus d'ambition, je pense, sur la partie environnement sociétal et les achats, par exemple. C'est un truc qu'on trouve. Et c'est là, après, on parlera peut-être de la scope, c'est une des raisons aussi. Donc, on aura peut-être une impulsion de ce côté-là. Ok, moi je pensais peut-être que tu pourrais en parler maintenant, parce qu'on bah, va parler des bénéfices. Et c'est dans la continuité de l'historique, je veux pas aller trop vite, grand changement, oui. Une prise de position pour l'entreprise. Ouais, voilà, c'est à partir de 2016, effectivement, on sentait qu'on plafonnait. Bon, il y a plusieurs raisons. On est sur les 5 dirigeants de départ, on est 3 à être restés à la tête de l'entreprise, dont mon épouse, et du coup avec un risque d'usure à la tête de l'entreprise. Donc, comment pérenniser l'entreprise? On pouvait se fâcher à notre associé qui ne pouvait plus supporter de travailler en couple aussi. Il y a plusieurs raisons. Donc, comment pérenniser l'entreprise et se dire quand tout va bien, c'est le moment de se poser, c'est le moment de sécuriser quand tout va bien. Donc, voilà, réfléchir déjà à ça. On est toujours en anticipation. Donc, on n'est pas encore à la retraite, mais c'était un jour, ça arrivera. Donc, autant profiter quand on a envie de profiter d'être en forme pour y réfléchir. Donc, il y avait ça qui se posait. Il y avait l'équité vis-à-vis des collaborateurs. Dire, voilà, ça fait maintenant 10 ans que l'entreprise est bien rentable. Tout le monde fait un super effort et finalement, il n'y a que trois actionnaires qui en profitent. Donc, il y avait la notion d'équité. Et après, plus pragmatiquement, on a besoin de recruter et d'être attractif. Les collaborateurs qui sont là, ils peuvent commencer à se sentir un peu tourner en rond. Donc, comment leur donner un second souffle? Donc, tout ça, en fait, ça a convergé vers l'idée qu'on pouvait ouvrir le capital. Et puis, comme on voulait ouvrir le capital et même ouvrir la gouvernance, se dire, allons jusqu'au bout. Donc, on a dit, OK, on vous vend la boîte aux collaborateurs. Ouais, je m'adresse aux collaborateurs en disant, on vous propose de nous racheter l'entreprise. Et donc, pour ça, on a travaillé pendant 1 an. Souvent, ils se sont demandé ce qui leur arrivait quand même, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, pourquoi ils veulent partir, ça ne va pas, quel est le problème. Donc, pendant 1 an, on a travaillé à la fois sur un chantier financier, c'est un rachat d'entreprise, on ne la donne pas, donc il faut la racheter, il faut un montage financier et qui soit supportable par tout le monde. Donc, on travaille là-dessus, sur la partie financière, et on travaille sur la gouvernance en disant comment on va faire pour, dans le cadre de la SCOP, avoir une entreprise qui soit gouvernable. Et on a travaillé pendant 1 an avec des ateliers de collaborateurs et on arrivait à une solution qui est très, 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 très convenable, qui marche encore, qu'on n'a pas changé. Depuis 3 ans, ça tourne bien, avec un conseil de surveillance qui représente les sociétaires et le directoire qui est aujourd'hui encore les 3 dirigeants historiques, mais qu'à terme, on veut ouvrir plus de personnes. Et donc, on a bien dissocié la fonction des actionnaires, la fonction de direction opérationnelle, etc. Donc, on a tout disséqué et on le met en œuvre. Donc, voilà, la première année, on a mis en œuvre effectivement ce qu'on avait énoncé dans les statuts. Après, il y a eu le Covid pendant 1 an où là, on s'est concentré sur le business. On n'a pas trop fait avancer la partie scope. Et depuis 1 an, on est reparti dans les projets. Ça change toujours évolutif, ça ne s'arrête jamais. Voilà, ouais, c'est l'idée en RSE, après, effectivement, c'est de progresser. Donc, quand je vois les chantiers qu'il y a, effectivement, sur la partie environnement, comme je disais tout à l'heure, là, on sait qu'on a un second souffle à trouver pour monter notre ambition. Effectivement, ce que tu disais, on ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, un axe après l'autre. Et alors, du coup, toutes ces démarches, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de résultats?
Parce qu'on sait que des fois, il y a des démarches qui sont entreprises pour obtenir un chiffre d'affaires supérieur, pour recruter, pour durer dans le temps. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Peut-être certains qui n'étaient pas attendus ou d'autres qui étaient au contraire attendus. Dans la lignée de la structuration en interne de la démarche grâce à la FNOR, ça donne un sens surtout pour un témoignage de ceux qui l'avaient au quotidien aussi. Mais ça donne un sens, par exemple, de se dire pourquoi est-ce qu'on travaille avec tel lycée, avec des stagiaires qui ne sont pas exactement dans le profil des stagiaires dont on a l'habitude, mais oui, en fait, c'était au départ, on avait mis en place ce partenariat pour donner sa chance à quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, tout est par rapport à tout ce qu'on met en place et qui parfois est un peu décrié, on se souvient plus trop pourquoi on avait mis ça au départ, parce qu'on trouve ça contraignant à un moment, et après, on se dit, on avait une logique d'ensemble. On souhaitait s'implanter vraiment dans notre territoire, que la partie sociétale est quand même très importante. Je l'ai pas souligné tout à l'heure parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets. L'impact de l'entreprise dans le territoire, du fait aussi qu'on a du mal à recruter, parce qu'on est un acteur si grand, qu'il faut, c'est aussi du travail en 3-8, donc il faut pouvoir attirer les gens d'une autre façon. Donc oui, c'est un petit peu intéressé, mais malgré tout, de donner du sens tout en donnant envie aux gens de venir, à la fin, ça fait quand même une bonne cohésion. Et ça, c'est le deuxième bénéfice, vraiment, le fait d'avoir créé maintenant un développement durable et de faire en sorte que tout le monde puisse se sentir impliqué. Bon, il n'y a évidemment pas d'obligation, il y en a qui n'en ont rien à cirer. Mais tous ceux, en tout cas, qui ont envie, qui ont vraiment manifesté l'envie d'être des délégués, donc des délégués de développement durable, du DD comité. Donc ça donne vraiment un esprit ça donne un esprit particulier en fait, de pouvoir échanger sur des sujets transversaux dans un quotidien où on n'a pas forcément l'occasion d'aller voir le service d'à côté ou le collègue qui travaille en usine ou dans la logistique. Ça crée vraiment un lien. Et aussi toute la partie derrière travail de fond pour chercher toutes les économies qu'on puisse réaliser. Alors, en réduction carbone, on est limité, parce que nous, notre gros impact, c'est vraiment la matière première recyclée, sur laquelle on a déjà fait un gros travail. Bon, cette année, avec la crise sanitaire, je vous avoue qu'on a fait une petite marche arrière, on va réinfliger un peu de vierge, donc c'est pas, on va réavoir à nouveau une marge de progression. Mais toutes ces parties-là sont un petit peu plus complexes pour les achats responsables de transport. C'est vraiment des plans à mettre en place pour plus long terme. Et c'est sur ces efforts-là qu'on arrivera à mesurer durablement ce qu'on va le bénéfice qu'on aura d'avoir mis en cette démarche RSE. Et évidemment, du point de vue économique, vis-à-vis de nos clients, puisqu'on opère sur le marché du travaux public. C'est un marché qui est très peu mature. On est quasiment les premiers à avoir initié cette démarche. Donc évidemment, on est vu comme en plus, on a un logo jaune, c'est bien, ça fait le soleil. Donc c'est un réel avantage concurrentiel. Ah ouais, c'est indéniable. Tous nos clients aujourd'hui nous demandent de les accompagner. Et c'est là le poussé depuis l'année dernière. Et c'est pas évidemment la labellisation a fait qu'on a beaucoup plus communiqué dessus, mais de pouvoir communiquer sur le fait d'avoir réalisé un bilan carbone, d'avoir mis en place un plan d'action de réduction, d'avoir mis en place un comité de développement durable, tout ça, oui, ça interpelle. On peut offrir aussi à nos clients du transport décarboné, parce que du coup, on a réussi à avoir des listes de tarifs pour pouvoir proposer l'alternative entre tout camion ou combiné et route. Voilà, donc ça nous permet d'avoir des avantages concurrentiels certains. Et juste pour revenir sur l'employabilité, est-ce que vous avez noté une différence? Est-ce que les recrutements sont plus faciles ou est-ce que le turnover a diminué, par exemple? Et vous avez été attiré par le fait que Francky chez tout le monde. Oui. Elles peuvent pas répondre à autre chose. Non, ça dépend des types d'emplois, mais en tout cas, oui, les emplois de bureau, c'est indéniable. Enfin, tout le monde regarde le site avant de venir en entretien. En prod et en log, les critères de recrutement ne sont pas du tout les mêmes. Bon, après, il y a certainement des personnes qui sont plus interpellées, mais oui, dans les bureaux, c'est indéniable. Ok. C'est toujours difficile. Ouais. Problématique très large, très vaste.
Alors du coup, Benoît, pour vous, les résultats, est-ce que déjà vous aviez des résultats attendus en termes de pérennisation avec la SCOP, évidemment, mais est-ce qu'il y en avait d'autres en termes de chiffres? Il n'y avait pas d'objectif chiffré, c'était de dire, pour nous, c'était l'idée de rester sur la même trajectoire, de continuer à nous adapter à l'environnement économique qui bouge et nos métiers qui évoluent. Donc, c'était plutôt garantir la pérennité de l'entreprise sur la trajectoire qu'elle avait, en disant si jamais après les sociétaires veulent changer de trajectoire, maintenant on n'est plus tout seul à décider, donc voilà, on décidera avec vous. Mais c'était le deal de départ, c'était plutôt une continuité de la trajectoire et avec moi dans l'idée que, je dis moi parce que celui qui portait le plus une vision RSE, dans l'idée d'être assez patient pour que les changements qui restent difficiles à faire sur la partie environnementale, changer nos habitudes, etc., me dire que ça ne sert à rien d'essayer de les imposer tout de suite. Il faut donner le temps aux personnes de s'approprier ces enjeux pour que les projets, du coup, ne soient pas des décisions descendantes, mais que ce soit vraiment qu'il y ait plus de cohésion et de dynamisme commun. Donc, c'était l'idée qu'au travers de la SCOP, les personnes puissent se réapproprier en fait, des enjeux qui étaient jusque-là plus portés par la direction. Et là, on verra, pour l'instant, on sent qu'effectivement, on a ça commence à apparaître, mais alors, le Covid et le contexte un peu anxiogène dans lequel on est fait que je pense qu'il y a un petit repli sur le court terme. On le voit au niveau sécurité informatique, par exemple. Ça fait 2 ou 3 ans que nos clients sont très sensibles à la sécurité informatique. C'est normal, il y a énormément d'attaques sur Internet, etc. Il y a vraiment beaucoup de problématiques sur cette partie-là. Et c'est difficile de leur reparler d'environnement quand les clients nous disent faut tout sécuriser, mettez 3 fois plus de serveurs, 3 fois plus voilà, on se retrouve avec une infrastructure informatique qui est beaucoup plus complexe qu'il y a 3 ans. Et là, on va un peu à l'encontre un peu des enjeux qu'on voyait. Donc, il va falloir faire avec parce que la sécurité, ça reste un des piliers de la RSE. Et donc, voilà, pour ça, on doit accepter une certaine souplesse et on espère que quand ça repartira mieux, on pourra. Pour les résultats, après, sinon, ce que je peux dire, c'est qu'on a bien traversé la partie Covid, que la partie confinement, finalement, ça s'est très bien passé. Les gens étaient préparés, ont tous joué le jeu. Donc, on a fait des résultats économiques meilleurs que même avant la SCOP. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais c'est pour l'instant, sur les 2 années de SCOP, nos résultats ont progressé. Alors qu'on a passé du temps à discuter ensemble, comment on va faire. Enfin, intuitivement, on aurait pu dire on va peut-être baisser la marge parce qu'on va passer plus de temps à décider, à débattre, etc. Dans les faits, pour l'instant, c'est pas peut-être perdre en productivité quand toutes les équipes passent à 100% de télétravail. Oui, dans les idées reçues, effectivement, c'est contraire aux idées reçues. Effectivement, le résultat, en tout cas, sont contre-intuitifs de ce côté-là. Justement, tu as un peu devancé les questions, puisque ma question d'après, c'était face aux incertitudes qu'on a connues, qu'on ne pensait pas connaître un jour, mais avec la crise du Covid, il a fallu se réinventer, s'adapter, être agile. On est en temps de guerre aussi en ce moment, il y a des conflits, tu as pas de problème de sécurité. Donc, est-ce qu'avoir une politique RSE bien installée, ça permet ou ça facilite peut-être d'être agile et de s'adapter et de rester stable, fiable dans ces temps qui sont incertains? Oui, moi j'en suis convaincu. Dans RSE, il y a responsabilité. On a vraiment responsabilisé chacun dans l'entreprise. Donc, on travaille avec des personnes qui nous aident à porter des choses. Donc là, en situation de crise, effectivement, quand on dit on a préparé les PC, vous les prenez chez vous et maintenant vous bossez avec vos enfants et faites comme vous pouvez, ils ont pris leur PC et tout le monde s'est mis à bosser. Et malgré les enfants, malgré le stress, on a tous bien bossé. Voilà, sur la partie informatique, on se retrouve avec des choses beaucoup plus complexes, même irritantes, des pratiques, des mots de passe à rallonge, qu'il faut changer tout le temps, des contrôles partout. Tout ce qui était simple avant, ça devient compliqué. On accepte, on a compris les enjeux et du coup, je pense qu'il y a
ouais, ça permet d'aider. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est un moyen sans doute d'aider à mettre tout le monde autour d'un même objectif et d'avoir de la performance collective. Et puis on a vu aussi avec ces différentes crises qui vont revenir aux valeurs refuge qui sont portées par la RSE. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, vous, tous. Ce serait un peu la fausse pub de dire que oui, grâce à la RSE, on a vraiment traversé la crise de façon exceptionnelle par rapport aux autres. Alors oui, certes, grâce au marché, on a traversé la crise, en tout cas du Covid, de façon exceptionnelle. Alors, je ne pense pas que ce soit grâce à la RSE. Après, je pense que ça apporte vraiment un gage de confiance, en fait, comme disait Benoît tout à l'heure. La responsabilité, en fait, est peut-être complètement inconsciente. Et une entreprise qui s'engage dans une démarche comme ça, je pense que quand même montre qu'elle est autre chose qu'un générateur de profit bête qui ne pense qu'à son actionnaire et qu'à la fin de pouvoir se rentrer dans une démarche qui implique un certain nombre d'acteurs et qui n'est pas, c'est pas juste du vent. En fait, il y a vraiment la preuve que sur le territoire on a des engagements, des preuves que socialement on essaye de mettre des choses en place, même si le chemin il y a encore un bout à parcourir, et là on est vraiment au balbutiement. Mais à la fin, oui, je pense que en termes c'est rassurant de dire qu'on travaille dans une entreprise qui a quand même à cœur de développer autre chose que juste de faire le chiffre, c'est pour le client, mais je pense que c'est un côté assez rassurant. Et l'autre côté, c'est surtout par rapport au démarrage de la guerre d'Ukraine, je me suis fait la remarque, c'est étonnant quand on rentre dans une démarche de développement durable, mais quand même en mode raisonnable dans la consommation et dans la sobriété. Et l'air de rien, là, tout ce qui nous amène, quand on entend qu'il va falloir réduire notre consommation parce que vis-à-vis du gaz russe, vis-à-vis de ça, il va falloir qu'on soit beaucoup plus sobre dans l'utilisation du pétrole, etc. Mais en fait, comme tu disais, c'est le mode d'emploi du développement durable et de la RSE. Je ne peux que vous conseiller le livre de Jean-Marc Jancovici, le dernier, le plan de transformation de l'économie française, qui donne exactement le mode d'emploi pour pas la survie en temps de crise, mais ce qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. Et malheureusement, ce que la guerre d'Ukraine est juste devant nous en disant, regardez, en fait, si vous voulez être sobre, si vous voulez traverser la crise, prenez ce modèle économique et demain, vous serez gagnant. Et c'est malheureux à dire que ce soit ceux qui s'éprouvent depuis, c'est pas moi, je me suis ceux qui s'éprouvent depuis des années pour dire que oui, il faut un plan de sobriété, finalement, la guerre de l'Ukraine nous met en clair devant les yeux. Donc, tant mieux, mais malheureusement, oui, tant mieux. Et on le voyait aussi, même avant le début de ce conflit, après la crise économique liée au Covid, il y a eu beaucoup plus d'intérêt pour la RSE. Et quand on parle de cette thématique-là, et moi j'en parle depuis le début de la création de mon entreprise il y a 4 ans, j'ai remarqué une différence d'écoute et d'approche par rapport à cette thématique-là. Aujourd'hui, ça répond à un besoin. Pour moi, je ne sais pas, mais pour moi, il y a eu vraiment une bascule, en effet, juste au moment du Covid. C'était frémissant avant. Peut-être qu'en effet, il y a eu, je sais pas, un nombre en effet d'organismes qui proposaient des aides pour basculer dans la mise en place de plans en effet, de transformation de l'entreprise, tant mieux. Mais en tout cas, oui, ça peut être il y a très peu de temps pour moi la bascule. Alors pour finir sur une note plus optimiste, avant de laisser place aux questions, s'il y en a, aux échanges, quelle vision pour l'avenir? Parce qu'au début, on s'est dit que pour porter cette politique RSE, il fallait avoir des convictions, une vision, avoir un pourquoi on fait cette démarche-là. Et donc, du coup, j'ai envie de vous demander, parce que je suis assez curieuse et j'aime bien m'inspirer des visions des autres, je trouve ça toujours boostant et intéressant. Quelle est votre vision à vous pour l'avenir, pour votre entreprise, ou même d'une vision plus large, le rôle de l'entreprise dans son environnement, dans son territoire ou dans la société? Qui veut répondre en premier là? La question philosophique et inspirante. Oui, Géraldine, tu as un peu de voix. La vision de l'entreprise, elle a été définie, nous, au niveau de la filiale en France, justement, quand on s'est
on a vraiment commencé à se poser des questions de savoir quel sens on voulait donner, nous, en tant que salariés en France. C'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'Allemagne. J'avais encore une vision aujourd'hui avec un de mes boss qui me disait oui, de toute façon, les sujets RSE, ça va faire partie des. Comme c'est lié au sujet marketing, ça va faire partie des réductions de coûts qu'il va falloir qu'on fasse l'année prochaine. Du coup, j'étais là, super, le grand discours, on va dire oui, on va tourner sustainable, etc. Ça va être formidable. Bon, voilà, c'est une chose. Donc, oui, je pense qu'on va pendant un petit moment rester un petit peu. On va se distinguer de la maison mère. On est en train de travailler avec quelqu'un de brillant qui est ici à ma droite, justement à rationaliser la démarche qu'on a opérée et travailler sur justement la thématique des enjeux pour savoir en effet à plus long terme comment on peut encore mieux rationaliser les relations qu'on a avec les uns les autres et avec les parties prenantes pour embarquer un maximum de personnes dans notre démarche, nous, ici en France. Parce que, encore une fois, avec nos Allemands, ça va être un petit peu plus long. Ça va demander un peu plus de peine. Mais ça, oui, moi, le véritable enjeu de demain, c'est pouvoir faire boule de neige, en fait, de pouvoir avoir l'impression que nos actions font tache d'huile. Et c'est pour ça que merci de me donner la parole aussi, parce que ça fait partie aussi de la notation AFNOR. Donc peut-être que grâce à vous, on aura. Ça, c'est toi. Mais non, c'est important de pouvoir en parler. Et finalement, nous, on le porte aussi parce qu'on y croit, nous, à titre individuel. On a l'impression que quand on trie nos déchets à la maison, c'est vraiment une toute petite goutte dans l'océan. Et quand on apporte ses convictions dans l'entreprise et qu'on voit qu'à l'échelle de l'entreprise, on arrive à faire bouger un peu plus à plus grande échelle, oui, si c'est une vision pour demain, à ce moment-là, je suis contente de la partager. Merci. Pour ma part, c'est l'idée d'une entreprise qui continue effectivement à évoluer avec des collaborateurs qui voient de plus en plus les enjeux de leur entreprise, qui du coup s'impliquent à la fois du côté client, mais surtout des facettes d'entreprise. Et c'est vrai que moi, je suis sensible au territoire parce que pendant 10 ans, oui, on a vécu un peu en vase clos avec nos clients et sans se préoccuper, et là se dire il faut que le territoire soit vivable aussi, donc il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait une ville avec des transports en commun, avec des activités, de la culture, etc. Il faut qu'il y ait une ville où on a envie d'habiter, et tout ça, l'entreprise doit y contribuer. L'entreprise est un lieu d'innovation et d'investissement, d'expérimentation, donc pas justement avec ses clients sur son métier, mais c'est un endroit où ça peut foisonner dans tous les sens et ça peut rayonner dans tous les sens aussi, auprès des écoles, auprès des collectivités, auprès des démarches culturelles. Et donc pour ça, j'espère que notre nouvelle structure d'entreprise à Ulascope permettra de booster cette idée-là, que ce ne soit pas juste la lubie des dirigeants, mais que ce soit vraiment porté par tous. Et voilà, du coup, c'est ce que j'espère, de contribuer à notre façon. On voit bien que le monde autour est compliqué, complexe, une situation un peu dramatique, mais faut effectivement faire le dos rond. On va peut-être avoir 2 ou 3 années où les gens vont dire réduisez les coûts, ça va mal, tout va mal. Peut-être faire un peu le dos rond, attendre que ça passe et pour regarder nos forces quand ça va repartir. Et justement, si tout va mal à côté, peut-être que l'entreprise devient un endroit où tout va bien et on est content de venir travailler. Oui, ça c'est encore mieux si on peut être là. Et en tout cas, je pense que c'est. Je suis un dicton qui dit qu'on a du mal à suivre des conseils et c'est facile de suivre des exemples. Et je pense que c'est par l'exemple qu'on a envie de rayonner, plus qu'en disant fais ceci ou fais cela, tu devrais faire ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est motivant. Merci, c'est exactement l'ambition de cette table ronde. Merci. Régis, est-ce que tu as envie d'ajouter un petit point, et toi, ta vision peut-être de l'entreprise, dans le rôle que devrait avoir l'entreprise sur son territoire, sur l'environnement? Oui, en fait, je pense que, Benoît, je crois que l'entreprise aujourd'hui, à un moment, elle a été au service d'une partie prenante unique qui était les actionnaires. Et en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que finalement, une entreprise, elle vivait dans un écosystème et qu'elle avait besoin de gérer
ses relations positives et négatives avec son territoire. Donc, on a des relations avec les parties prenantes du territoire, mais aussi avec les impacts qu'elle avait, ces impacts aussi positifs et négatifs. Et je crois que l'entreprise, en fait, demain, c'est une entreprise qui aura pris conscience globalement de l'impact qu'elle a, des mesurés, on aura des exemples aujourd'hui, mais aussi qui aura peut-être fait évoluer aussi son business model pour aller vers plus de sobriété ou vers plus de durabilité au centre. Et on a des entreprises, alors elles ont fait évoluer leur business model pour l'intégrer et comme par hasard, elles gagnent un peu plus d'argent. On prend l'exemple par exemple d'un Michelin qui aujourd'hui est plus vendeur de pneus. En fait, le Michelin, il vend des pneus, il vend des kilomètres. Donc en fait, il a réintégré complètement, il a changé son business model. Vous avez une autre entreprise qui est le leader mondial de la moquette. On ne connaît pas, c'est l'Interface, porté par aussi un dirigeant très inspirant. En fait, il ne vend plus de moquette, il loue de la moquette. En fait, et du coup, il a complètement intégré notamment cette approche un peu de cycle de vie du produit dans son process. Il met à disposition. En fait, ce qui peut aussi renverser, c'est la notion de propriété. À quoi ça sert de propriétaire de la moquette? Alors que les bureaux changent très régulièrement. Les bureaux changent. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'avoir un endroit agréable, accueillant, avec des niveaux de qualité probablement différents en fonction de la émission. Mais voilà, donc c'est ça en fait, je pense que c'est on va revisiter en fait les business models dans les prochaines années, si on va jusqu'au bout de Est-ce que vous avez des questions ou envie de rebondir peut-être sur ce qui s'est dit? Faites le rapport à RSE. Oui, moi non. Oui, il y a une deuxième question. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. C'est très intéressant. J'ai une question pour le Provexi. Est-ce que vous savez comment mesurez-vous la production en marche? Est-ce que vous avez mis des outils en place? Sur la partie RSE, on a dans le label Lucie, en fait, il y a le principe de la labellisation, c'est une auto-évaluation qui est supervisée par un auditeur indépendant pour vérifier que l'évaluation tient la route. Et après, sur la base de cette évaluation, on prend des engagements de progrès sur nos points faibles constatés. Et donc, c'est en mode projet. Du coup, on ouvre des projets on va proposer au comité de labellisation, on dit voilà, on est là, sur tous ces points faibles, on propose ces projets-là pour s'améliorer. Et du coup, on prend cet engagement, donc on est labellisé parce qu'on s'est engagé. Au bout d'un an et demi, ils reviennent voir si on a bien mis en œuvre, si on a commencé à mettre en œuvre, en tout cas, on n'a pas menti sur notre volonté d'engagement. Et du coup, au bout de 3 ans, on repart dans le cycle de labellisation. Donc, c'est vraiment en mode de projet atteint qu'on regarde notre progression. Mais on n'a pas mal. Quel champ d'application au niveau de la démarche? Alors, nous, on avait sur la partie client et la partie RH, notre évaluation était plutôt bonne. On avait très peu de. L'idée, c'était de maintenir ce niveau de qualité-là. Et par contre, sur la partie environnementale, c'est compliqué parce qu'une boîte de service, on a des ordinateurs et on consomme de l'électricité. On a peu de marge de manœuvre en termes de progrès sur la partie environnementale. Mais il fallait quand même qu'on essaie de faire des choses. Donc, les projets, c'est difficile de donner des exemples tout à l'heure, mais sur la partie environnement, c'est un sujet sur lequel, maintenant, à part voir avec nos clients comment, dans l'ingénierie informatique, réduire le nombre d'ordinateurs, comment faire du green IT, après du logiciel qui va consommer moins de ressources, ces sujets-là. Mais pour les aborder, là, on a besoin d'un grand élan avec les collaborateurs, avec les clients. Je pense on a un peu écoulé le stock des projets qu'on pouvait faire assez facilement, c'est-à-dire avec nos propres ressources en interne. Là, c'est des projets maintenant qui vont impacter les parties prenantes. Donc voilà, après, effectivement, j'ai du mal à synthétiser tout ce qu'on fait. Mais ça va de donner des cours, contribuer en aidant je ne sais pas qu'on aide les écoles, hein, mais pas vraiment bénévolement, mais presque.
dans les Vous grandes écoles. impliquez, On est impliqué dans les grandes écoles pour dire pour que les écoles viennent à Troyes. Enfin, je sais quand le STP était candidat pour venir à Troyes, on était présenté, parce qu'on est une boîte qui travaille dans la partie immobilière, la gestion technique de bâtiments. Du coup, le fait qu'on soit là et qu'on puisse travailler avec eux, ça donnait une raison pour le STP de venir, plutôt que de venir en plein désert, de venir s'installer dans le désert. Là, il y a des entreprises avec qui on peut discuter des choses dans le milieu pro et des choses techniques. Donc, c'est l'idée de faire tout ce qu'on peut faire avec nos parties prenantes pour trouver des intérêts communs. Ça va aider au rayonnement de l'entreprise sur les parties recrutement. On est intéressé. Du coup, avec le STP, ils nous connaissent. Donc, ici, on peut avoir des bonnes candidatures, on peut avoir des projets intéressants. Donc, voilà, c'est un peu une relation donnant-donnant avec les parties prenantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou rebondissements sur ce qui s'est dit? Le choix d'un label étant cité honnêtement, j'ai jamais entendu parler, et celui que vous avez choisi au démarrage. Comment vous avez fait, en fait, tu as déjà choisir effectivement un label. Le choix de ce label permet d'agréger tout ce qui existe déjà dans l'entreprise, tout ce sur quoi on travaille et dont on n'a pas forcément conscience. Comment s'y prend-on pour choisir un label? Justement, peut-être comment vous avez fait. Et est-ce qu'il y en a certains préconisés plus que d'autres par rapport à des marchés, par exemple, ou des tailles d'entreprise, que c'est? C'est sûr qu'effectivement, comme tu dis, le label Lucie n'a pas une grande notoriété. Donc, c'est pas si le but du jeu, c'est si on avait une gamme de produits grand public, qu'on soit labellisé Lucie, que ça par la personne, et qu'on cherchait un label pour nous valoriser auprès du grand public, effectivement, on n'aurait pas pris le label Lucie, qui est un label plutôt pionnier, on va dire, indépendant, avec peu d'aura médiatique. Il est très connu de ceux qui s'intéressent à la RSE, ouais. Mais en dehors de la sphère RSE, il n'est pas. Ouais, c'est un label de spécialiste un peu. Et du coup, moi, c'est celui qui m'a parlé dans la situation où on était, ce qu'on voulait, le côté, ça ne sert à rien de faire des questionnaires avec 500 indicateurs pour nous, la boîte où on était, au niveau de structuration où on était, on n'avait pas un service dédié à faire du reporting RSE, par exemple. Donc, c'était plutôt comment rendre objectif notre ambition RSE, comment la rendre objective et la rendre lisible par les autres. Et c'est pour ça que du coup, la Lucie, qu'on est pour ça. Et après, il y en a d'autres, effectivement, il y en a qui sont imposés. On parlait ce matin d'EcoVadis, c'est comme ça, c'est les grandes boîtes du CAC 40 ont l'obligation de faire un rapport RSE. Bon, les fournisseurs, ils doivent faire EcoVadis, ils n'ont pas le choix. Tu connais, ouais. C'est pas pareil. Après, en fait, ils sont tous, la plupart, les labels qu'on cite, ils sont tous quand même structurés autour d'un même driver qui est l'ISO 26000, qui a quand même été ce qui a structuré en 2011 un peu le RSE. Et après, donc, il y en a qui sont plutôt spécifiques PME, avec des processus d'engagement et d'accompagnement qui sont différents. Ceux qui sont plus portés par l'État de type AFNOR, mais en fait, il n'y en a pas un qui s'est imposé. En fait, au moment où on pensait que l'ISO 26000 allait s'imposer en tant que tel, comme une norme, mais en fait, elle ne s'est jamais imposée. Et en plus, il y a une dérive actuelle, c'est que chaque secteur est en train de faire son propre label. C'est-à-dire qu'on va en avoir le label des papetiers, le label des chimistes, le label de ceci. Et donc, ça rend encore plus confus. En fait. Il y a d'autres connaissances dans la menuiserie, dans l'agencement. On a un souci aussi parce qu'on a pris un label franco-français au départ. Et aujourd'hui, si on veut le déployer sur le groupe, en fait, on ne peut pas, on s'est obligé de changer de label. Donc après, le choix de départ, c'est vraiment une manière pour structurer, mais je suis d'accord avec Régis, après de se référer à l'ISO 26000, finalement, c'est peut-être sans avoir à payer un label, ça peut être qu'on veut l'exploiter derrière, mais finalement de se faire accompagner aussi par des entreprises qui ont l'habitude d'avoir des plans d'action de fait, etc.
Après, encore une fois, tout dépend de comment on veut exploiter l'image derrière de la réalisation, mais finalement, c'est pas plus efficace. Parce que nous, ça nous empêche pas de travailler avec des registres derrière pour encore plus rationaliser. Parfois, le label est beaucoup plus large et on se rend compte qu'on part dans tous les sens. Et la réalisation n'est pas une fin en soi dans ce cas. Non, complètement. C'est juste qu'il y a une structure avec Il vaut mieux un bon accompagnement avec des qu'un formations. Non, mais, enfin, si je peux me permettre, nous, on avait choisi l'ISO parce que ça avait l'avantage de donner de la structure. Parce que c'est une démarche d'amélioration continue, mais à un moment donné, on fait un diagnostic de départ 26 000. Oui, mais il n'y a pas. ISO 26, c'est un cadre de travail. On ne peut pas être certifié ISO 26. C'est pas, on peut être certifié ISO 2001 et on ne peut pas être certifié ISO 26. Les ISO 26, c'est un cadre de travail pour la RSE. Il n'existe pas. Donc le CI26 travaille autour de la norme ISO 26000, la FNOR aussi, le corps, mais on ne peut pas, une entreprise ne peut pas dire je suis labellisé, je suis certifié ISO 26. En fait, la certification, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une quête, c'est d'avoir un corps, une structure pour donner un cadre à l'entreprise, une démarche de travail globale. À la rigueur, au final, ce n'est pas qu'on s'en fout, mais c'est d'aller chercher une structuration de la démarche. La labellisation n'est pas une. Et comme dans l'entreprise, il vaut mieux un accompagnement et un suivi RSE qui travaille dans la norme de 26 plutôt qu'un label sectoriel. Et encore une fois, ça dépend des besoins. Si on a besoin de structure en interne ou si on a aussi besoin de communiquer ou rassurer des clients ou d'un avantage concurrentiel. Il y a aussi un intérêt, par exemple, comme un label comme le label AFNOR, c'est qu'il y a des niveaux de progression. Donc ça permet aussi de donner le niveau de maturité, enfin de communiquer sur un niveau de maturité et aussi de se jauger par rapport à d'autres du secteur ou d'ailleurs d'autres entreprises, de façon objective en fait. C'est ce qui se fait aussi avec le net RSE, si j'ai bien compris. Oui, un plan RSE, c'est une évaluation objective, qui se veut factuelle et objective. Alors, généraliste, tout secteur confondu, tout type d'organisation confondue. L'idée, c'est de pouvoir réaliser des audits croisés entre adhérents de l'association. Donc, on n'est pas auditeur professionnel. Par contre, on a une démarche d'audit et du coup, à chaque fois qu'il y a une évaluation, il faut une preuve. Et comme ça, on a effectivement une évaluation objective. Donc, il y a des notes qui sortent par thème. Donc, si on a une note, on peut peut-être estimer à améliorer, ben voilà, ça donne des… Oui, on a un écran radar parce qu'il y a 5 branches, en fait, 5 piliers. Et du coup, sur chaque pilier, on a une évaluation. Ça permet de voir un peu… est-ce qu'on est sur un radar bien uniforme, on est bon partout ou mauvais partout, ou alors est-ce qu'on a des points forts, des points faibles. Voilà, ça donne une indication et du coup, ça va aider dans la stratégie de l'entreprise à pouvoir… Ça permet, l'année dernière, on a audité 78% de nos fournisseurs, et ça permet aussi de prioriser. Oui, c'était le but du jeu, le plan intéressé, c'était vraiment… J'en parle au passé parce que sur Nantes, ils n'ont pas réussi pour des raisons juridiques, en fait, à pouvoir exploiter ça au niveau des marchés publics, ce travail. Mais l'idée, c'était d'avoir un travail objectif réutilisable en disant, voilà, j'ai pas intéressé, j'ai ça, j'ai mes preuves. Vous pouvez voir, vous pouvez évaluer ce que je vaux et dans notre démarche d'achat, vous voyez les cahiers. Merci. Si jamais il y a d'autres questions, je vous propose d'échanger ensuite au moment convivial. On va passer à l'échange avec Manuel Echasnedars, qui est notre partenaire, l'un de nos partenaires embauchés. Voilà, oui, merci beaucoup. Et évidemment, on pourra continuer ces échanges. Je peux mettre ici, je passe à tout le monde. Donc, pourquoi pour nous, embaucher, c'est important aussi de valoriser ce que font nos partenaires, parce que nos partenaires nous permettent et contribuent en fait à notre modèle économique et à notre fonctionnement, entre autres. Et donc, ça veut dire qu'ils nous soutiennent aussi dans notre démarche, ça veut dire qu'ils ont envie qu'on existe sur le territoire et qu'on soit durable et pérenne. Et donc, nos partenaires, on les invite aussi chaque année à contribuer dans notre démarche, on les questionne sur ce qu'on fait, on leur présente et on les fait un peu travailler aussi. Donc, c'était les gens, la dernière fois, qui étaient venus travailler.
Et ce que je vous disais aussi, on aime bien valoriser ce que font nos partenaires et pourquoi finalement on est content que Chassenet soit notre partenaire. Et c'est l'occasion du coup de vous présenter ce qu'ils font, leur démarche, d'autant qu'il y a une démarche intéressante, environnementale, humaine aussi. Il y a un label aussi. Donc ça complète très bien plusieurs, mais dont un aussi dont tu voulais parler ce soir. Donc ça complète vraiment la discussion qu'on a eue au préalable, même si là, j'ai envie aussi qu'on parle de l'histoire de Chassenet, du point de départ, de la coopérative, et puis évidemment du label. Donc j'ai la petite vidéo qu'on pourra passer à ce moment-là. Donc, merci Manuel. Et donc, qui est Chassenet? Que fait Chassenet? Comment ça fonctionne et depuis quand? Alors, nous, on a une sobriété assez relative, parce qu'on fait du champagne. N'hésitez pas à en consommer dans cette amorosité. Chassenet, en fait, c'est une coopérative déjà. On parlera de valeur après, mais c'est un collectif de vignerons qui a été créé en 1956 et dans une idée qui était finalement de valoriser au mieux les raisins produits dans la Côte des Bars, à une époque où la majorité de la valeur, même si c'est toujours encore un peu le cas, se faisait dans la Marne, beaucoup moins dans l'eau. Il y a quelques familles en fait, qui ont structuré la coopérative en créant une marque aussi. Depuis 1962, la marque existe. L'idée, c'était d'aller vraiment chercher de la valeur aussi, en ne vendant pas que des raisins ou des jus, parce que le modèle économique champenois les coopératives fournissent souvent en fait, de la matière, mais forcément des bouteilles finies. Et c'est une aventure qui s'est fortement développée, parce qu'aujourd'hui, on est la plus grosse entité économique indépendante de Champagne, on a 315 hectares. Mais en entité seule, on est un acteur, je vais dire, assez significatif. On a produit 1 300 000 bouteilles l'année dernière, 60% d'export, 40% de France. Donc, j'allais dire, c'est un modèle qui se cherchait aussi, parce qu'il y a globalement quand même un petit manque d'attractivité sur les coopératives. Pas Torcy, mais on a Ville-sur-Ars. Ville-sur-Ars, pareil, c'est 45 minutes de Troyes, en plein milieu de la Pampa. C'est sur la côte, comme le débat. On avait quand même un besoin d'attractivité, en fait, autour du modèle de la coopérative, autour des vignerons aussi, qui cèdent assez souvent aux sirènes de grandes maisons. Ils n'ont pas de venir dans la Côte des Bars. On avait un souci aussi de renouvellement de personnel de la maison, d'attractivité également. Tout est très centré autour de l'attractivité. Et puis également autour des clients aussi, parce qu'il y a une recherche aussi de montée en gamme, de prémiumisation de la maison. De se différencier. Voilà, c'est vraiment un axe de différenciation. Il y a eu des recherches qui ont été faites pour valoriser un certain nombre de choses, j'allais dire, qui se font naturellement autour de la revalorisation, de l'emploi, mais sans être forcément abouti, structuré. Une attention aussi, j'allais dire, à la nature et aux productions, qui peut être des fois un peu confuse, notamment pour le consommateur. Dans le milieu du vin, vous avez pas moins de 15 labels. Alors, il y a à peu près tout, bio, thérapeutique, HVE, VDC, des acronymes comme ça, je peux vous envoyer beaucoup. Le consommateur final, il est complètement perdu par rapport à ça. L'idée, c'était de se dire quelle démarche on peut entreprendre finalement pour structurer, pour renforcer l'attractivité auprès de ces différents intervenants, parties prenantes. Après, on a pris le mot partie prenante, ce qu'il voulait dire, ce qu'il impliquait aussi. Et on s'est dit comment on va arriver à structurer ça. On faisait du bio depuis une dizaine d'années déjà. Le bio en Champagne, c'est un petit peu compliqué. Donc, en quelle proportion Alors, le bio aujourd'hui, c'est 6 à 7% en fait, de ce que l'on récolte ou de ce que l'on transforme. Mais dans les parties, c'est pas triennal comme les nôtres, faire du bio à 100%, c'est complexe. C'est complexe à plus d'un titre, c'est difficile d'intégrer et de faire adhérer l'ensemble de nos adhérents sur le sujet. Donc on s'est dit, on n'arrivera pas forcément à structurer tout le monde autour de ça. Je vous en parlerai après. On lance une nouvelle gamme bio, mais on n'arrivait pas forcément à entraîner tout le monde. Et on s'est dit, on a regardé ce que faisaient nos concurrents aussi. Alors certains partaient sur HVE, aux valeurs environnementales. Quelque chose qui s'appelle la viticulture durable en Champagne.
Voilà, mais c'est des labels qui sont tenus uniquement à la partie production, à la vie. Et on s'est dit, il faut qu'on se lance dans cette labellisation, parce que c'est une attente aussi de certains marchés, mais ça ne prend pas en compte l'ensemble des parties prenantes. D'où la démarche de vignerons engagés. En fait, on a beaucoup d'échanges. Moi, je suis vigneron engagé, c'est une association. Moi, je suis au conseil d'administration. J'ai beaucoup d'échanges avec mes collègues. Et j'y suis arrivé, en fait, par une discussion un jour d'un collègue qui me dit, mais voilà, nous, on est une association, on a labellisation de notre démarche, et finalement, ça t'aidera à faire à la fois un état des lieux, t'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour identifier, en fait, l'ensemble des pans, des activités que tu fais peut-être déjà et qu'il va falloir, en fait, développer. Donc, on s'est à corps perdu dans cette démarche-là. Ce qui ne concerne pas du coup que la production, mais aussi la partie transformation. En fait, ça va de la vigne jusqu'au verre. Donc, ça prend l'ensemble en fait, des paramètres de fonctionnement de l'entreprise. Et j'allais dire, on a raisonné aussi par cercle. Il y a un premier cercle qui est finalement les collaborateurs de la maison. Et ensuite, il y a des cercles, j'allais dire, concentriques avec l'ensemble des parties prenantes qui vont jusqu'au consommateur, jusqu'au territoire, en fait, différentes interactions avec le territoire. Et puis avec un enjeu aussi qui est finalement de pérennité, de pérennité à la fois de la structure, et puis de développement aussi économique et de visibilité de façon différente, avec une différenciation par rapport à d'autres acteurs. Aujourd'hui, on est la seule maison de champagne à être labellisée vigneron engagé, et ça nous met un peu sous la lumière, ce qui n'était pas forcément évident pour la coopérative de la Côte d'Or, dans le haut. Voilà, donc on a vraiment gagné en visibilité. C'est un atout aussi en communication. Ah oui, de façon sincèrement indéniable. Et ça, c'est aussi important sur le développement des marchés à l'étranger. Ça a un gros accélérateur. Ce qui est peut-être pas mal, c'est de montrer la vidéo, et puis après, qui est rapide. Attendez une minute. Il faut qu'on vous raconte comment on en est arrivé là. Déjà, il faut dire qu'on aime les bonnes choses et qu'on est amoureux de nos terroirs. Du coup, on a eu envie de se battre pour les préserver. Et pour ça, on a créé le premier label de développement durable de la filière vin. Et son nom coule de source. C'est Vignerons engagés. Ce label, c'est un super collectif qui réunit des vignerons, des vigneronnes et des salariés de cave investis dans une démarche RSE. Qu'est-ce que c'est la RSE ? C'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est tout simplement faire du développement durable dans son entreprise. Donc, Vignerons engagés, c'est un label qui porte sur les 3 grands piliers du développement durable. L'engagement environnemental, le progrès social et le maintien économique. Autrement dit, quand vous dégustez un vin issu d'une entreprise labellisée Vignerons engagés, vous êtes sûr qu'il est conçu dans le respect de l'environnement, notamment parce qu'on minimise les traitements, les déchets, les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la production de nos vins, et qu'on fait notre maximum pour préserver la biodiversité dans nos vignobles. Vous pouvez être sûr que ce vin soutient son territoire en faisant travailler le tissu économique local, qu'il soutient ses vignerons en aidant les jeunes à s'installer, et les salariés de la cave en s'assurant de leur bien-être. Et enfin, c'est un vin qu'on a voulu au prix juste, pour vous comme pour nous. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque notre label est contrôlé par AFNOR, un organisme indépendant et reconnu. Notre label est complet et équilibré. Son cahier des charges se base sur la norme ISO 26000, qui est reconnue dans 150 pays dans le monde. Les enjeux d'aujourd'hui et de demain ne cessent de nous questionner, et il n'y a pas de solution miracle. Nous cherchons à nous améliorer sans cesse, à trouver le juste équilibre pour que de la première feuille de vigne à la mise en bouteille de nos vins, nous avancions dans la meilleure des directions. Ouais, c'est rapide, mais l'idée, c'est de repartir effectivement des 3 piliers très structurants. Et ça nous a permis vraiment d'adopter une démarche, alors une première démarche de diagnostic, en fait, où on a fait un scan vraiment complet de l'ensemble du fonctionnement de la maison, des impacts environnementaux, économiques, sociaux. Et ensuite, je l'ai inscrit en fait dans la politique générale. On fait une politique générale annuelle sur l'ensemble en fait, des items de la maison. On a inscrit en fait la démarche de vignerons engagés dedans. On détermine des priorités, des indicateurs. Il y a un travail de co-construction avec l'ensemble en fait, du personnel de la maison.
alors qui ne concerne pas forcément uniquement l'encadrement, mais vraiment l'ensemble des collaborateurs. Alors, au début, il a fallu être un petit peu coercitif, parce que enflamme pas tout le monde. Il n'y a pas eu de motivation spontanée. Il faut être sincère quand même. Après, on a commencé à faire des ateliers, et à animer des ateliers, par exemple autour d'être bien ou bien-être au travail. Alors là, on a un peu de tout. Voilà, mais c'est-à-dire de sophrologie aussi. Ah oui, il y a tout, sophrologie, puis là, des baby-foot, des chaises, des boutons, un barbecue à disposition. Enfin, voilà, tout. Télétravail, j'ai des gens de la production qui m'ont dit nous, on veut aussi être comme les autres équipes, nous aussi, on veut faire du télétravail. Voilà, ça part un peu partout, mais les gens s'expriment, il y a des choses qui se libèrent. Et après, derrière, ça permet vraiment de renforcer la cohésion et d'identifier, en fait, de concert la façon dont on va travailler. Donc, on a déjà travaillé avec nos vignerons sur la partie, en fait, biodiversité, sur l'ensemble des pratiques, en fait, durables. On a une personne qui accompagne toutes les exploitations avec des bilans individuels, avec des objectifs très, très importants, en fait, de baisse de tous les traitements. Donc, on a un objectif de baisse de 70% des traitements sur 5 ans. Là, on est à 56%. Donc, tout est tracé, tout est documenté. On fait un rapport à la SE tout à l'heure. Alors, pour le moment, c'est du homemade. Hein, donc, là, c'est pas une innovation. Mais c'est un document qui permet aussi de communiquer. Alors, l'idée, c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Il y a quand même la force de la preuve. Ça va au-delà de la labellisation, c'est aussi montrer qu'on avance, qu'il y a de vrais indicateurs. On a fait un recensement global, une photo de la biodiversité. On travaille ça avec le conservatoire naturel et de la biodiversité. On a identifié un certain nombre de parcelles ou d'endroits où on examine, en fait, faire une photo de la biodiversité à un instant T, et on va faire des mesures régulières pendant 5 ans pour voir l'impact finalement de ce qu'on fait sur le territoire. On a mis des nichoirs à maison, j'ai acheté souris, on a fait des concours sur des hôtels à insectes avec les enfants des adhérents. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'entraîner tout le monde, des plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Ça crée du bien et en même temps, on se rend compte aussi de. C'est marrant de voir comme les enfants sont prescripteurs. Il y a un endroit où on a fait une collecte de raisins, où on a sanctuarisé en fait, l'endroit, les fouches sont interdites, on a fait de la plantation de prairies diffère, on a remis des vieilles variétés d'arbres fruitiers, et c'est les enfants en fait, des adhérents qui s'occupent du site. Et c'est assez marrant de voir des enfants qui en veulent leurs grands-parents. Ils ne se comportent pas comme il faut. On a un volet aussi assez important au sein de l'entreprise. Il y avait un dialogue social qui était assez rompu, qu'on a franchement réussi à renforcer, et quelque part le Covid nous a aidé aussi. Ah oui. Ça a été un moment quand même de bascule dans la tête de pas mal de personnes. On s'est aperçu quand même que la vie, c'était un truc assez relatif. Ça pouvait quand même changer assez vite. Et finalement, le rapport au travail a aussi changé. Et quelque part, c'est un peu ce que j'appelle balle neuve. C'est-à-dire qu'on est reparti à peu près de rien. Et les gens ont plus facilement franchi le pas de l'échange, de la structuration. Ensemble. C'est assez. Donc, ils se sentent plus impliqués dans la démarche. Plus impliqués aussi. Et finalement, plus impliqués aussi. Il y a eu, comme dans beaucoup d'entreprises, des inquiétudes sur la pérennité potentielle de l'entreprise, sur la pérennité du modèle. En fait, une quête de sens. Et la démarche du numéro engagé, ça a permis aussi de redonner du sens. Ce que n'avait pas permis, on est labellisé bio, mais on est également labellisé IFS. C'est un standard international autour des métiers de l'agroalimentaire. Les gens l'ont plutôt vu comme quelque chose d'enquiquinant, parce que c'était une démarche HACCP, en fait, sur la qualité plutôt technique, et ça enquiquinait plutôt les gens qu'autre chose, alors que là, ça a vraiment donné du sens à l'action, pourquoi ce que je fais dans l'entreprise, et l'impact de l'entreprise, et la vision donnée par l'entreprise aussi dans l'environnement. Et du coup, ça nous a permis aussi de renforcer l'attractivité de l'entreprise à l'extérieur. Ça fait, depuis 2 ans, sincèrement, on n'a pas de difficulté à embaucher, parce qu'il y a une vision aussi différente et un fonctionnement dans l'entreprise différent. Alors, j'ai ouvert le jeu aussi. Le Covid a accéléré la digitalisation aussi, mais sur le travail,
c'était no way par mon prédécesseur, c'était pas possible, etc. Sauf que quand on veut recruter des profils internationaux à l'île-sur-Arse, c'est pas simple. On a des gens qui font le commerce international, on a des gens qui font l'administration des ventes qui parlent plusieurs langues. Bon, c'est pas si évident que ça de les faire venir, mais à travers le label, à travers les actions, à travers les soins apportés aux collaborateurs. C'est une notification, une notification. On a vraiment fait avancer les choses sur cet aspect-là et ça commence à être visible aussi à l'export parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une attention de plus en plus forte de certains clients et de certains pays, notamment c'est très vrai en Europe du Nord, c'est très vrai dans certains États américains où il y a des questions qui sont de plus en plus précises sur nos pratiques, sur nos consommations énergétiques. Alors ensuite, nos consommations énergétiques. L'année dernière, on a revalorisé 90% de nos déchets. C'est des choses vraiment qu'on suit, qu'on trace. Bon, on a eu un petit bol, on a jeté beaucoup de ferraille et ça fait des gros points. Mais malgré tout, on a il y a une reconnaissance sur nos actions. On a mis en ligne en fait, notre rapport RSE aussi et c'est assez marrant. On a des questions de certains fournisseurs, on a des questions de certains clients. Je suis allé voir votre rapport RSE, vous dites ça, voilà, ça lance le débat, ça suscite un certain nombre d'intérêts. Et on commence vraiment à l'utiliser dans le discours commercial. On a contracté il y a peu de temps avec de gros importateurs en Europe du Nord. Et clairement, c'est cette démarche-là qui a vraiment fait la différence. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en spot, qui brille un peu. On entraîne vraiment tout le monde et tous les sujets. Mais il faut beaucoup. Il faut beaucoup en parler et il faut du temps. Ça se fait pas. Voilà, il faut le prendre. Et tu parlais des fournisseurs, justement. Est-ce que tu peux nous parler, pour citer un exemple concret sur l'éco-conception des emballages, notamment? Alors, je disais tout à l'heure, l'année dernière, on a audité 78% de nos fournisseurs en fait, sur leurs pratiques RSE, sur leurs pratiques environnementales. On s'est clairement séparé de certains fournisseurs qui étaient loin d'être vertueux. Et on a aussi repris toute la démarche en fait, de conception. Et on a fait un truc sympa. On a travaillé avec une entreprise qui vient de se réinstaller à Seine-Saint-Denis, qui s'appelle la Paper Factory. Où on a retravaillé l'emballage, notamment dans le Gérobois. On a fait en carton recyclable, carton alvéolaire. Donc on a baissé de 70% le poids de l'emballage. Donc du coup, ça a des impacts sur le transport. On utilise des encres à faible impact. Et c'est surtout en fait, un produit qui est fait sans colle. La colle est aussi assez impactante. On peut le démonter facilement, le mettre aux emballages. On a travaillé la notion d'upcycling aussi, de réemploi en fait, de cet emballage qui peut servir de boîte, qui peut servir de tabouret aussi. Je suis assez lourd, hein, je peux le mettre dessus, ça ne bouge pas. Voilà, c'est d'intégrer en fait de la conception jusqu'à la fin de vie ou la réutilisation du produit, l'impact de ce que l'on fait. On s'est planté la première fois sur un autre produit parce qu'on n'a pas assez sourcé la provenance des matières premières. Et on n'a pas non plus été assez exigeant sur les emballages. Parce que la difficulté, c'est de concevoir des emballages qui sont responsables, mais si ça arrive dans des emballages, des suremballages, des sacs en plastique, si c'est conditionné par 10 au lieu de 50. Exactement. Donc, du coup, je parlais d'amélioration continue, d'être de plus en plus vigilant, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses succès, et c'est assez marrant parce que ça entraîne tout le monde. On a mis des collecteurs, par exemple, de bouchons. Les bouchons, en fait, sont broyés, sont réutilisés dans l'isolation, dans certaines des choses. Et en fait, la collecte sert en fait, les fonds collectés sont reversés à des associations. Juste en fait, en communiquant en fait, sur ce principe-là, on a des gens du village qui n'ont rien à voir avec nous, qui viennent, qui nous ramènent un petit sac avec 3-4 bouchons. Il faudrait peut-être un petit point de collecte ici au Rucher. Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Il faut consommer régulièrement. Mais, bon, on a des usagers qui peuvent consommer régulièrement, ils vont me l'amener. Non, mais voilà, ça a amené vraiment un souffle nouveau, un renouveau, et c'est assez marrant. Maintenant, je commence à avoir des journalistes qui nous appellent en disant tiens, expliquez-nous votre démarche, comment ça fonctionne. La vertu amène la vision différente, le commerce aussi est favorisé, donc ça a vraiment une nouvelle dynamique.
Et du coup, est-ce que vous faites accompagner dans l'éco-conception notamment, ou pour imaginer un emballage de gyrobois en tabouret? Est-ce que c'est vous, chez vous? Est-ce que c'est les fournisseurs ou est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques? En l'occurrence, là, c'était des fournisseurs. Et l'intérêt de Vigneron engagé, c'est un collectif. Là, les 2 jours qui viennent, on a des grosses rencontres en Bourgogne. Il y a tous les gens qui sont adhérents, qui viennent de la France. Au départ, ce n'était que des entreprises productrices de vin. Aujourd'hui, on a des fournisseurs, on a des collèges de distributeurs. Et l'idée, demain, on a des tables rondes, demain et après-demain, sur tout un tas de thèmes. Alors, ça va de l'agribashing jusqu'à l'éco-conception, jusqu'à l'optimisation de ces ressources, l'optimisation du réemploi des ressources consommées ou des déchets. Ça amène en fait un collectif avec un partage d'idées, un échange d'idées. On est en train de créer une plateforme aussi collaborative où on peut soit bosser ensemble sur certains projets, soit témoigner. Voilà, c'est au-delà d'un label, finalement. C'est un vrai réseau d'entraide. Le label, on parlait tout à l'heure, c'est le prétexte. En fait. C'est la base de départ. Pour lancer après le sujet. Et ça amène vraiment une motivation. On vient de passer 2 années un petit peu moroses, un petit peu compliquées. Et sincèrement, c'est des petites bulles qui font du bien parce qu'on sort un peu du quotidien, on travaille sur de la perspective, on donne du sens pour soi, pour les collaborateurs. Voilà, et sincèrement, c'est plaisant. J'imagine. On va peut-être maintenant parler de la gamme bio et puis peut-être en même temps commencer à la déguster. Non. En fait, on fait du bio depuis une dizaine d'années dans les coopératives et en fait, il n'y avait pas eu de transformation en bouteille, en cuvée vraiment dédiée. Ça restait, j'allais dire, de la petite diffusion. Il y a un premier essai qui avait été fait avec une certaine forme un peu exclusive, en fait. Une cuvée millésimée, pas du tout de dosage, de brut nature. Donc, ça fait des champagnes, on a déjà dans la Côte des Bars des champagnes qui sont assez vifs, même s'ils sont très sur la finesse. C'est un produit qui a été fait par des amateurs éclairés pour des amateurs éclairés. Bon, c'est bien, mais le principe, c'est quand même de les vendre, les bouteilles, comme on a produit, et puis de les faire découvrir un peu au plus grand nombre et finalement de repartir de la base. Qu'est-ce qu'attendent nos consommateurs? Comment on peut valoriser au mieux, pas la bouteille, mais les gens qui le font. Donc, on a repris en fait la démarche, j'allais dire, dès le départ. Qui sont les gens qui le font, qui attendent des consommateurs au final et comment on peut être le plus vertueux possible de la production en fait, des raisins jusqu'à la mise en marché. Et en fait, j'ai confié le job à un étudiant de l'école de design de Troyes, parce qu'on a aussi beaucoup relancé, on accueille 6 à 8 stagiaires tous les ans, des stages courts, des stages longs. Je pars du principe aussi quand on entreprise de territoire, on ne peut pas dire j'ai du mal à embaucher si on ne fait pas. Voilà. Ça dépend des métiers qui sont plus difficiles que d'autres. C'est sûr, en termes d'employabilité. Voilà, en termes d'employabilité. Et du coup, il a repris le sujet dès le départ. Il est allé interviewer nos vignerons et on est en train de créer la gamme. Alors, vous verrez, les étiquettes, elles ne sont pas du tout définitives, mais on est parti du principe qu'il fallait générer le moins possible de déchets. Donc, on a une démarche, on est en train de travailler avec un imprimeur. Il y a beaucoup de pièces en fait, dans la conception des habillages des bouteilles de champagne. Vous prenez par exemple les collerettes qui sont en arrondi comme ça génère énormément de déchets dans la découpe. Donc, par exemple, on ne va pas faire de collerettes. On fait 2 pièces en général sur une bouteille de champagne, mais une étiquette, une contre-étiquette. C'est finalement beaucoup de papier. Donc, en fait, on va faire une étiquette contre étiquette d'un seul tenant. Alors, on est en train de réfléchir sur une coiffe en fait en papier recyclé, ce qui ne se fait pas trop. On est en train de travailler par exemple avec la chambrière de l'eau pour éviter de faire des calages de carton en carton. C'est assez marrant le chanvre parce que c'est biodégradable. En 3 semaines dans un composteur, ça disparaît. Vous pouvez vous en servir de couvre-sol aussi, si vous voulez, sur certaines plantations. Ça peut servir d'isolant aussi. On sait également que faire des étuis quand on fait du bio, ça n'a pas de sens. Un étui en carton, même s'il est un peu vertueux, vous le prenez, vous offrez la bouteille,
on fait quoi? En fait, on plie, ça part. Voilà. Du coup, on est en train de réfléchir à on a plutôt en fait une feuille de papier craft sur laquelle on pourra mettre un certain nombre de messages. On aura la feuille, on la tourne. Voilà, après, on peut la rouler, on peut la déchirer, on peut la enfin, voilà. Et l'idée, c'est dans toute la démarche d'essayer de minimiser en fait, notre impact, pas de faire seulement un rendu. D'avoir une expérience complète à offrir. On fait sur des bouteilles légers aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment et chaque année, on va essayer d'améliorer encore le processus parce qu'on n'arrive pas encore à se trouver chez certains fournisseurs ce que l'on souhaite. Sur les agrafes, par exemple. Voilà, encore en avance. Alors, l'idée maintenant, comme on a été les premiers à être labellisés vigneron léger, en fait, c'est de garder dans tous les domaines le coup d'avance. Voilà. Ce qui n'est pas évident, mais le bio, on se fait vraiment plaisir avec ça. On a travaillé aussi j'allais dire en mode intégré, avec des groupes de travail, avec des volontaires. Et c'est assez marrant parce qu'il y a des gens, j'ai un collaborateur de la prod qui dit, je pose 4 mots dans la journée, qui n'est pas très communicant, etc. Quand on lui a parlé de ça, il s'est lâché, il fait du bio depuis 15 ans dans son jardin, machin, il fait plus avec des convictions. Ça lui parle. Ouais. Et il est venu avec sa coque, machin, son truc, il a raconté ses histoires, c'était assez marrant. On a fait le choix des cuvées aussi. C'est une nouvelle gamme qui s'appelle Authentique. Et en fait, c'est les collaborateurs qui ont trouvé les noms, on a associé certains clients aussi. Enfin voilà, ça a vraiment créé une innovation. Donc on a hâte de l'annoncer, donc ça sera annoncé au mois d'octobre. C'est une exclusivité qu'on a. Oui, c'est la première dégustation. Voilà. Et puis, en fait, on s'en est servi aussi d'habitude. Il y a une certaine forme de toute puissance, de toute suffisance champenoise. On fait des belles étiquettes, tout ça, des succès de couleurs, avec de la dorure, machin. Et là, on s'est dit, en fait, on ne fait pas un truc entre nous. On a fait 2 salons assez importants à Paris et puis à Montpellier, un salon qui s'appelle Millésime Bio. Et en fait, on a fait un peu de cuisine, on a présenté des modèles un peu au hasard, des nouvelles façons. Et on voyait comment les gens réagissaient. C'est assez marrant parce qu'on a pu affiner petit à petit le projet aussi sur la perception. C'est vraiment du test and learn emprunté aux autres startups. Oui, mais ça apporte vraiment de l'émulation. On se dit que ça doit normalement faciliter l'accueil à l'automne des vendeurs. Ouais. On va beaucoup parler de ça l'autre soir. Très bien, oui, elles sont déjà arrivées.